Bonjour. C'est de nouveau Dominique pour le podcast Dans la tête. Aujourd'hui, j'ai lu un nouveau livre qui est de Hélène N. Aron. J'avais déjà fait un podcast sur les gens hypersensibles. Là, c'est un autre livre d'elle qui s'appelle Ces gens qui ont peur d'avoir peur. Mieux comprendre l'hypersensibilité. Qu'est-ce que l'hypersensibilité en fait? On n'ira pas dans les grandes descriptions. J'ai pris quelques descriptions plus courtes parce que le but n'est pas de passer à travers le livre. Le but est que vous pouvez aller le chercher à la bibliothèque ou même l'acheter. Moi, je l'ai emprunté à quelqu'un pour pouvoir le lire. En fait, les hypersensibles, c'est qu'ils sont capables de ressentir des degrés de stimulation qui échappent aux autres en général. Par exemple, la lumière, ils vont plus voir justement l'intensité de la lumière, puis surtout les ressentir dans ses yeux. Et comme un exemple, souvent, moi je vais donner moi comme exemple, quand je travaillais dans les écoles, les néons, j'étais pas capable, c'est trop fort. J'aimais bien mieux que ça soit tamisé. Quand je conduis en auto la nuit, puis que les phares, les nouveaux phares de lumière là, qui sont LED puis qui sont super puissants, pour moi ça m'aveugle. Je suis tout le temps obligé de les cacher avec mes mains, les miroirs, parce que sinon ça me rentre dans les yeux complètement. Le son aussi vont être plus... va être capable d'entendre plus de sons subtils, mais aussi plus forts. Puis aussi les sensations physiques. Ce qui arrive, c'est que dans le cerveau, c'est que les informations reçoivent un traitement qui est plus médiculeux, qui est plus... tu sais, dans le fond, on ne devient pas hypersensible, on est comme ça. Les gens, c'est la structure du cerveau qui est faite comme ça, c'est comment c'est fait. Ce qui fait que les hypersensibles vont réfléchir aussi davantage à ce qui les entoure, puis ils vont trier plus d'informations. Tu sais, la plupart des gens vont catégoriser 2 à 3 affaires pour une même situation, tandis que les hypersensibles vont être... Puis ils sont pas toujours conscients là, de tout ça. Là. Ils vont en catégoriser à peu près une dizaine. Là, c'est un chiffre tiré du livre, là, c'est un chiffre arrondi, là, ça ne veut pas dire c'est 10 piles, mais, tu sais, puis pourquoi je dis qu'ils ne sont pas toujours conscients? Ben justement, si on ne sait pas qu'on est hypersensible, ben on ne sait pas ce que notre cerveau est en train de faire. Puis c'est ça qui fait un peu que souvent les gens considérés avec de l'hypersensibilité vont avoir ils vont avoir un sens intuitif un peu plus élevé que les autres. Leur intuition va souvent être bonne, pas toujours comme tout le monde, mais plus souvent que la normale. L'inconvénient d'être hypersensible, c'est lorsqu'il y a trop de stimulation, ce qui est modérément qu'il y a une stimulation modérée chez quelqu'un, ben les hypersensibles, eux autres, ça va déjà être intense. Si on est dans une stimulation qui est intense pour quelqu'un, ben pour eux, c'est le bordel. Pour les hypersensibles, ça va être le bordel total. Ils sont plus capables de gérer rien. Là. Ils seront pas bien. Et c'est là qu'ils peuvent devenir en réaction à ça. Qu'est-ce que la stimulation, justement? Ben, c'est n'importe quel phénomène qui éveille le système nerveux, qui attire notre attention. Elle peut être extérieure à notre corps, comme je disais, les sons, la lumière. Ça peut être les gens qui parlent, ça peut être le vent, ça peut être la chaleur, le froid. Et on peut rentrer après ça aussi à tout ce qui est à l'intérieur. Là, on est dans la douleur, les tensions, la faim, la soif, les désirs sexuels, etc. Tout ça. Il ne faut pas puis il faut faire attention, il ne faut pas confondre non plus l'activation du système nerveux et la peur. Parce qu'on a souvent tendance à dire mais c'est aussi le cas de maintes autres émotions telles que la joie, la curiosité ou la colère. Nous pouvons également être surexcités par des pensées semi-conscientes ou un degré modéré de stimulation qui ne provoque aucune émotion apparente. Nous ne sommes même pas conscients de ce qui nous stimule, qu'il s'agisse de la nouveauté, d'une sensation ou des nombreux objets que nous percevons. En réalité, plusieurs types de circonstances peuvent activer notre système nerveux, que nous en soyons ou non conscients. Tout dépend du moment et de la personne. Nous savons que notre système nerveux est activé lorsque nous
rougissons ou frissonnons, lorsque notre cœur bat à la chamade, lorsque nos mains tremblent, lorsque notre pensée se brouille, notre estomac chavire, nos muscles se tendent et nos paumes et d'autres parties de notre corps se mettent à transpirer. Il arrive que ces réactions passent inaperçues, des gens même qui les subissent. Inversement, certaines personnes se diront stimulées malgré l'absence de ces symptômes, mais le terme décrit quelque chose que toutes ces expériences, tous ces états physiques ont de commun. Tout comme le stress, l'activation est un phénomène que nous connaissons tous, même si ses manifestations varient d'un individu à un autre. Naturellement, le stress est intimement lié à l'activation l'un déclenche l'autre. Dès que nous constatons que notre système nerveux a été activé, nous essayons de donner un nom au phénomène qui l'a mis en branle et de cerner sa source afin de reconnaître le danger. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression que c'est la peur qui déclenche tout. Nous ne comprenons pas que si notre cœur bat à toute trompe, c'est simplement parce qu'il s'efforce de traiter une stimulation supplémentaire. Il arrive aussi que les autres nous jugent effrayés en fondant leur évaluation sur des symptômes évidents d'activation que nous leur présentons. Alors, nous aussi, nous en venons à penser que nous avons peur, ce qui intensifie encore notre réaction. Nous décidons fermement d'éviter ces situations à l'avenir. Par conséquent, nous ne laissons pas à notre système nerveux la possibilité de s'y habituer et donc de se calmer. Puis, il faut dire aussi que les différences sont nombreuses car notre esprit ne fonctionne pas comme celui des autres. Dans le fond, nous sommes plus habiles que les autres à percevoir les erreurs et les éviter. Nous sommes extrêmement consciencieux. Nous sommes capables de nous concentrer profondément. Surtout à l'absence de distraction, parce que quand il y a beaucoup de distractions, ça devient difficile de se concentrer parce que là, il faut demander une énergie supplémentaire. Un peu en parallèle avec tous ceux qu'on appelle les gens qui vivent avec le TDA ou le TDAH. Ce sont toutes les stimules, donc il faut demander une concentration supplémentaire pour être focus sur une seule chose. Nous sommes particulièrement doués pour les tâches qui exigent de la vigilance, de la précision ou de la rapidité, ou encore pour les travaux qui consistent à détecter des différences mineures. Nous parvenons à traiter les données à des niveaux plus profonds que ce que les psychologues appellent la mémoire sémantique. Nous réfléchissons souvent à notre propre capacité de réflexion. Nous apprenons sans nous en rendre compte. Nous sommes profondément touchés par l'humeur et les émotions d'autrui. Ici aussi, on parle de stimulation, c'est-à-dire que des gens avec l'hypersensibilité vont rentrer dans la vie des gens, puis ils vont sentir ce que les autres ressentent, ce qui finit par les fatiguer aussi. T'sais, un fort degré de stimulation risque d'épuiser plus rapidement une personne hypersensible qu'une autre personne. Certains vont entrer dans leur... Pour compenser un peu ça, certains vont entrer dans leur propre coquille, leur propre bulle, pour pouvoir se relaxer, se recentrer, etc. Mais d'autres vont plutôt, surtout chez les garçons, chez les gars, vont plutôt se suractiver, ils vont devenir hyperactifs, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec leur énergie, fait qu'il faut qu'ils la dépensent. Là, ici, on peut rentrer un peu, je fais une petite parenthèse, je vais donner des informations, puis parfois, je vais donner des petits trucs par-ci, par-là. Je vais pas tout donner l'information one shot, puis après ça, donner les trucs. Je vais rentrer dans certaines caractéristiques des hypersensibles qui vivent un peu, pas en détail. Puis après ça, tu sais, je donne des petits trucs par-ci, par-là. On s'entend ici, c'est pas des trucs qui sortent de l'ordinaire, c'est pas de la magie non plus, c'est pas super spécifique. C'est la même affaire qu'à peu près n'importe quoi d'autre. Donc, fermeture de la parenthèse, on revient. En premier lieu, pour apprendre un peu à se connaître, il faut se poser certaines questions par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vécu. Donc, on arrive un peu à... une des premières questions à se poser, c'est quelle était l'attitude de vos parents à l'égard de nous-mêmes? Parce qu'un enfant va ressentir un peu plus il va le ressentir tout ça, mais il ne sera pas capable nécessairement de mettre des mots. Quand on est adulte, on est un peu plus conscient de nous-mêmes, on est un peu plus conscient de nos forces, de nos défis, ce qui fait en sorte qu'on est capable de se dire « Hey, ça se peut que je ressente plus intensément que les autres des affaires. » Fait qu'on peut se poser la question que nos parents ont eue à l'égard de nous. Ont-ils essayé
de vous la faire perdre ou au contraire, vous ont-ils encouragé à la garder? On peut donner ici, considérait-il comme un point faible la timidité, le manque de virilité, la courtoisie, un signe de tempérament artistique, un trait de caractère plutôt attachant? Que pensaient vos autres parents, vos amis, vos enseignants? Deuxième question, deuxième chose à faire, réfléchissez à l'attitude des médias, pendant votre enfance surtout. Qui étaient vos idoles, vos modèles? Vous paraissait-il être hypersensible ou possédait-il une personnalité qui, vous le savez désormais, n'aurait jamais pu être la vôtre? Troisième, réfléchissez à votre attitude par la suite. Dans quelle mesure a-t-elle influencé votre carrière, vos relations amoureuses, vos loisirs, vos amitiés? Quatrième, si on pense qu'on est hypersensible rendu là, en tant qu'hypersensible, quel traitement recevez-vous des médias? Pensez aux images positives et négatives des hypersensibles. Qu'est-ce qui prédomine? Notez que le personnage qui joue le rôle de victime dans un film ou un livre est souvent décrit comme sensible, vulnérable, facilement excitable. Certes, l'effet dramatique d'une victime ébranlée et terrifiée est toujours excellent, mais il n'est guère favorable à la cause des hypersensibles. Tu sais, quand on parle de lire des livres, puis des séries, des films, c'est toujours le héros est souvent la personne virile, la musclée, fort, pas de peur. Puis les victimes, c'est souvent les personnes sensibles, comme c'est dit. La cinquième, essayez de dégager la contribution des hypersensibles à la société. Recherchez les exemples de gens que vous avez connus personnellement ou dont vous avez étudié la vie. On donne comme exemple, Abraham Lincoln, Gandhi, toutes ces affaires-là, mais ça peut être aussi des personnes plus proches de nous, qu'on connaît, qui sont hypersensibles et qui ont très bien su développer plein de choses dans leur vie sans suivre le courant des médias et tout. 6. Essayez de dégager votre contribution personnelle à la société, quoi que vous fassiez. Sculpter, élever des enfants, étudier la physique, voter. Vous réfléchissez profondément à tous les aspects de la question, vous vous préoccupez des détails, vous avez une vision claire de l'avenir et vous vous efforcez d'être consciencieux. Ça, c'est pas des caractéristiques, là, c'est tout sur quoi c'est des questionnements à avoir. C'est ça, c'est des questionnements à avoir pour comprendre si c'est pour apprendre un peu à se connaître. Ça se peut qu'au bout de ce questionnement-là, on ne se reconnaisse pas du tout là-dedans, comme ça se peut qu'on se reconnaisse quand même assez bien. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître un peu. D'autres trucs un peu... recueillez tout ce qui passe à votre portée dans votre état de sérénité. Si vous avez envie d'exprimer des sentiments, de rire, de pleurer ou de hurler de rage, ne vous retenez pas. En fait, ici, on est plus dans... Si vous êtes... Puis c'est bon pour tout le monde, pas juste les hypersensibles, là. Il y a des moments où on peut le faire, puis il y a des endroits où on peut le faire. De vivre l'émotion qu'on a à le vivre. Il y en a qui vont le vivre dans des consultations en relation d'aide, d'autres personnes qui vont le vivre dans leur groupe d'amis ou dans leur relation amoureuse, puis d'autres qui vont le vivre plutôt en solitaire, d'autres qui vont pouvoir le vivre à travers l'art ou le sport justement. Mais l'important ici, c'est de ne pas le retenir en vous parce que ça va juste s'amplifier encore plus. Puis, tout en émergeant de cet état, réfléchissez à ce qui vient de vous arriver. Qu'est-ce qui a réveillé les sentiments? Qu'avez-vous lu ou pensé? De quoi vous êtes-vous souvenu pendant que vous lisiez? En quoi vos sentiments étaient-ils liés à votre sensibilité? Ensuite, essayez de décrire par des paroles certaines des choses que vous avez apprises. Pensez-y, parlez-en à quelqu'un ou prenez des notes. D'ailleurs, la tenue d'un journal de vos sentiments tout au long de votre réflexion, de consultation ou justement de lecture sur votre personne que vous faites est toujours une bonne idée. Parce que l'écriture, ça permet justement de libérer le cerveau, ça permet de mettre en concret nos pensées, mais ça permet aussi, après un certain temps, de choses qu'on a vécues, d'expériences de vie avec le temps, de revenir là-dessus et de voir la différence ou justement de comparer
la personne qu'on était ou justement de se référer des trucs ou des choses qu'on avait écrites pour voir si ça peut être encore d'actualité aujourd'hui. Ceci étant dit, c'est toujours bon de se questionner sur soi-même. Maintenant, passons à un âge un peu plus avancé, après que ce soit l'âge enfant et ado. Passons à un âge plus avancé, l'âge auquel vous avez commencé à explorer, du moins si vous vous sentiez en sécurité. C'est important le mot sécurité, parce que quand on est en hyper-vigilance ou quand on est tout le temps en sentiment d'urgence, on a peu de disponibilité mentale et émotionnelle à explorer notre personne ou à développer des compétences. Quand on est en mode survie, on essaie de survivre justement. Toutes nos pensées, nos émotions, notre énergie est mise à combler des besoins de base, dont celui de la sécurité. Fait que quand on se sent en sécurité, on peut se développer un peu plus. Cela correspond au moment où votre corps se sent prêt à explorer le monde extérieur, seulement s'il se sent en sécurité. À ce stade, un parent trop protecteur devient, pour l'enfant sensible, un handicap plus prononcé qu'un parent négligent. Pendant notre enfance ou les moments de notre vie où nous nous sentons vulnérables, l'intrusion perpétuelle devient une source d'hyperstimulation et d'inquiétude. La surprotection provoquée par l'anxiété inhibe l'exploration et les velléités d'indépendance. Une surveillance constante empêche le nourrisson, l'enfant, l'ado de se comporter librement avec confiance. Là, ici, ce qui est important de savoir, on va faire quelques nuances. Je parlais à un âge plus avancé, le but étant de regarder notre vie enfant, ado et adulte. Il est dit qu'un enfant surprotecteur est plus dangereux, mais pas plus dangereux, mais plus destructeur, mettons, qu'un enfant négligent. Là, ici, la nuance, c'est pas plus destructeur, mais plutôt autant. Dans le sens que l'expression trop c'est comme pas assez va souvent être bon pour l'éducation d'une personne, l'accompagnement d'une personne. Si on est dans la négligence, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas, l'enfant ne peut pas, ou l'adolescent ou l'adulte n'a pas de repères. Il doit construire de lui-même ses propres repères. Ce qui peut être bon, ce qui peut ne pas être bon, ça dépend toujours de chaque personne. Mais comme il est dit ici, s'il y a toujours un parent hélicoptère, un adulte pour faire à la place d'eux, on empêche la personne de développer une autonomie. On empêche la personne de développer un sentiment de sécurité, de développer sa zone de confort. On n'en sort jamais parce qu'on a trop été habitué à ne pas la connaître. On n'apprend pas à la connaître dans ce cas-ci. Puis quand on a un adulte qui vit beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, où il est lui-même hypersensible et surprotège l'enfant, l'anxiété de l'adulte ou de la personne à l'accompagnement va s'imprégner dans la personne qui est accompagnée. Et 2 fois plus, justement, chez les personnes hypersensibles, ils vont le ressentir encore plus. On va donner un exemple ici. Il est important que l'enfant ressente la faim, la douleur ou le froid pendant un bref moment. Ainsi, il apprendra quels sont ses propres besoins. Si l'adulte commence à nourrir l'enfant avant même qu'il manifeste sa faim, il perdra contact avec ses propres instincts. Si l'adulte l'empêche d'explorer, il ne s'accoutumera jamais au monde extérieur. L'adulte renforcera l'idée que le monde est menaçant, que l'enfant ne survivrait pas à son exploration. Il n'aura aucune occasion d'éviter, de gérer ou de supporter l'hyperstimulation. Tout demeurera étranger, hyperstimulant. Donc, ça explique un peu ici justement pourquoi il ne faut pas surprotéger. Mais c'est un peu la même chose avec la négligence. La personne va tellement être dans ses instincts de survie qu'il ne développera peut-être pas autre chose par la suite. Mais ça ne veut pas nécessairement dire.
Donc, ici, on pourrait aller, vous voyez, à des petits trucs. Certains hypersensibles, tous peut être à certains moments, s'imaginent qu'il leur sera impossible de survivre dans un monde extérieur. Ils se sentent trop différents, trop vulnérables, voire déficients. Vous ne pourrez jamais vous immerger dans la société aussi profondément que les gens non sensibles et plus audacieux auxquels peut-être vous vous comparez. J'en conviens parfaitement. Mais beaucoup d'hypersensibles ont trouvé le moyen de réussir dans la vie selon des critères qui leur sont propres, d'accomplir des tâches utiles et agréables tout en passant du temps chez eux et en savourant leur richesse paisible vie intérieure. Si peut-être serait-il judicieux d'examiner votre comportement du point de vue du nourrisson. C'est le désir tenté. En fait, ici, le petit truc, c'est si on est parent ou un adulte accompagnateur d'une autre personne. On va aller vers des exemples qui sont basiques, mais on peut le faire, mettons, en adulte accompagnant un autre adulte, là. Si, mettons, la personne désire tenter de nouvelles expériences malgré ses peurs, ce qu'on devrait faire, c'est l'aider et non aggraver sa peur. On devrait l'encourager à aller vers ce qui est nouveau, à un certain point. Il ne faut pas non plus combattre des peurs en allant sauter en parachute nécessairement. Si la personne est prête à le faire, elle le fait. Mais ce que je cherche à dire ici, c'est plutôt des nouvelles situations, sortir de sa zone de confort. Il faut apprendre à connaître la zone de peur qu'on appelle pour justement encourager les gens à essayer des nouvelles choses pour développer plus de confiance en soi, justement. Sinon, ce qui arrive, si on n'encourage pas, c'est que on peut lui faire comprendre qu'il a tort de vouloir s'extérioriser, qu'il est incapable de survivre dans un monde extérieur. Ça peut être, si on n'encourage pas ça, dans le fond, c'est qu'on encourage plutôt la personne à se méfier du monde extérieur. Ce qui fait que le fait d'ignorer aussi les stimulations, parce que justement, si on ne sort pas de notre zone de confort, on apprend, on n'est pas surstimulé ou on n'apprend pas de nos instincts, mettons, on n'apprend pas sur le stress qu'on vit aussi. Le stress, il disparaîtra pas. Hein? On s'entend, il va rester là, il va nous accompagner, mais le fait de l'ignorer va pas l'effacer. Comme toute autre chose de la vie, là, tout autre problème, ça va juste le faire amplifier avec le temps. Donc, ce qui est important, c'est d'apprendre à vivre avec ces peurs-là, mais d'apprendre à sortir de notre zone de confort. Ce qui est dit aussi, c'est que les hypersensibles ont plus de difficultés à récupérer de la fatigue et, en plus de ça, les décalages horaires et ont plus de misère à s'en remettre. Puis j'ai étudié les cycles du sommeil un peu aussi, j'en avais fait j'en parle un peu dans des consultations pour ceux qui ont de la misère à dormir, mais c'est tout le cycle circadien. Hein? Puis souvent aussi, ce qui était dit dans tout le cycle, le sommeil, c'est que quand on se couche dans notre lit, logiquement, l'objectif d'être dans un lit, c'est de tomber en sommeil. Si on écoute la télé ou qu'on n'est pas capable de dormir, puis qu'on continue de faire plein de réflexions dans notre lit, souvent la personne inconsciemment va un peu associer lit égale réflexion, donc il ne sera pas capable de dormir. Pour les il faut dissocier, mettons qu'il faut se lever. Si on n'est pas capable de dormir, il faudrait se lever pour faire autre chose de relaxant comme lire, écouter de la musique calme, écouter quelque chose de calme, faire de quoi de calme, s'apaiser pour revenir après ça quand la fatigue nous gagne. Pour les hypersensibles, ce qui est plutôt dit, ça serait justement de rester dans son lit en faisant absolument rien, en fermant les yeux et en relaxant. D'apprendre à ne pas se soucier si le sommeil viendra ou pas. Parce que justement, le fait d'être dans son lit, les yeux fermés, pas de lumière, pas beaucoup de son, rien, fait en sorte que ça calme le système nerveux, donc ils vont finir par s'endormir tout seuls. Ce qui fait que les gens vont, les hypersensibles vont apprendre tranquillement, pas vite,
à ne pas se surstimuler parce qu'ils ne savent pas s'ils vont s'endormir, il faudrait qu'ils s'endorment, puis là, le stress embarque, mais plutôt justement apprendre à se détendre, donc finir par s'endormir tout seul. D'autres choses qui est intéressant ici, la sensibilité des gens, ce qu'il faut qu'on connaisse, c'est que la sensibilité, c'est quand même une force. Ce n'est pas qu'un problème. La sensibilité permet de détecter l'inconfort, la désapprobation et les colères des autres. Vous avez sûrement rencontré des gens dans la vie qui ne lisent pas beaucoup le non-verbal, mettons, ou qui ne comprennent pas vos intentions ou le ton de voix que vous avez. Tout le monde, à peu près, va reconnaître quelqu'un qui crie de la colère. Mais des fois, il y a des subtilités dans le ton de voix, sans nécessairement nommer une émotion, qui fait en sorte, ou le trait du visage, ou simplement l'intuition qu'on fait qu'on ressent l'émotion de l'autre, pour justement, équilibrer notre discours, ou justement changer de sujet. Quand on se rend compte qu'on est en train de blesser quelqu'un, c'est d'être capable de s'en rendre compte, ce que j'ai dit, ou de valider, est-ce que ce que je viens de dire fait vivre de quoi, mettons. Ce qui peut mener justement les gens à respecter les hypersensibles vont souvent aussi dans un autre ordre d'idées, mettons un autre extrême, vont se mettre à respecter les règles à la lettre dans le but d'être à la perfection. Ce qui fait, par exemple, que vouloir être parfait, mais ça c'est bon pour n'importe qui, vouloir être parfait mène à renier une partie de soi qui peut créer une autre source d'angoisse finalement. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on est hypersensible ou pas, quand on cherche la perfection, oui, on gagne beaucoup de choses, mais on perd aussi beaucoup de choses. Et souvent, ce qu'on perd, c'est une partie de notre identité, une partie de notre personne, de notre caractéristique, ce qui est souvent et qui mène souvent à des consultations en relation d'aide, une source de très grande angoisse. Parce que on arrive dans des emplois ou dans des relations qu'on finit par ne pas être bien, même si on a gagné des avantages monétaires, même si on a gagné en sécurité d'emploi, en sécurité salariale, avec des assurances, ou justement ne pas se sentir tout seul, ça fait pas en sorte qu'on est heureux. Ça, je le dis souvent, t'sais. Donc ici, si on revient un peu à des trucs, c'est d'essayer d'être un parent pour nous-mêmes, en premier lieu, t'sais. Lorsque c'est l'inconnu qui engendre l'hyperstimulation, étant donné que par le passé, c'est justement l'inconnu qui s'est révélé terrifiant, nous avons tendance à rejeter tout ce qui est nouveau sans même l'essayer. Ainsi, nous nous privons de beaucoup de joie. Comme je disais, c'est pas parce qu'on a gagné quelque chose, mettons, comme ça, je me sentirais pas tout seul, ou comme ça, j'ai une sécurité d'emploi, ou comme ça, j'ai une assurance, fait que s'il m'arrive de quoi, ça veut pas dire qu'on a évité le pire, que ça veut dire qu'on est heureux. Comme ça dit ici, tu sais, si on n'essaie pas de quelque chose de nouveau, souvent on va se priver de joie ou d'expérience quand même assez positive. Pour modifier une attitude comme ça, vous devez acquérir l'expérience des situations nouvelles. Donc, pour ça, il faut vivre des expériences nouvelles. Les parents ou les personnes qui accompagnent, qui comprennent leur enfant sensible, ont mis au point une stratégie d'approche progressive, un peu comme on fait avec les personnes vivant avec de l'anxiété ou des crises de panique, progressif. Un jour ou l'autre, les enfants apprennent à l'utiliser d'eux-mêmes. Si vos parents ne vous ont pas enseigné cette méthode, il est temps de l'apprendre par vous-même afin d'aller à la rencontre de la nouveauté. Ça, on peut le faire en consultation, en accompagnement, on peut le faire par soi-même. Là, je vous donne un peu des trucs vite fait. Tout comme un parent ne plonge pas un nourrisson tout seul dans une nouvelle situation, amenez quelqu'un avec vous. Ça peut être un ami, ça peut être des amis, des membres de la famille, ça peut être le conjoint-conjointe, ça peut être vos propres enfants, ça peut être une personne tout autre. Deuxièmement, tout comme un parent commence par parler de la situation avec l'enfant, parlez à la partie effrayée de vous-même. Mettez l'accent sur ce que vous connaissez déjà, ce qui ne représente aucun danger. Ça, je le fais en consultation, des fois, c'est un peu changer le discours interne. Parce que souvent, quand on a peur de quelque chose, on focus que sur ce qui est dangereux, ce qui fait peur.
Mais il faut revenir à la base qui est qu'est-ce qui, dans cette situation-là, ou dans la vie, ou dans ne vous fait pas peur. Le but est d'équilibrer justement ce qui fait peur, ce qui fait pas peur. Puis des fois, on oublie des trucs de base, bien général, qui ne font pas peur. Tout comme un parent promet à l'enfant qu'il pourra s'en aller s'il commence à paniquer, autorisez-vous à rentrer à la maison si vous en avez envie ou de ne pas continuer l'expérience. On peut arrêter n'importe quand. Tout comme un parent sait que l'enfant se sentira à l'aise au bout d'un certain temps, dites-vous que la parcelle de vous-même qui a peur sera réconfortée si vous lui laissez le temps de s'adapter à nouveau. Tout comme un parent prend soin de ne pas réagir à la peur de l'enfant par une inquiétude injustifiée, si vous sentez que la partie effrayée de vous-même a besoin d'aide, ne réagissez pas par une anxiété que la partie courageuse de vous-même juge disproportionnée. Ça, c'est-à-dire d'être capable de reconnaître que, si ça me fait peur, il faut pas que j'aille dans un extrême. Il faut que je me ramène un peu moi-même. En outre, souvenez-vous que l'hyperactivation est parfois confondue avec l'anxiété. Avec l'anxiété, oui. Parce que des fois, on a l'impression que parce que notre cœur bat vite, ça veut nécessairement dire que c'est de l'anxiété, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est de l'anxiété. C'est ça. Puis, une autre chose qui est importante aussi à garder en tête, c'est que notre discours interne, des fois, nous dit des choses. Puis des fois, il nous dit qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable. Puis moi, je suis persuadé que le découragement, tout comme l'incapacité de se protéger, naît d'attitudes qui nous ont été inculquées dans notre enfance. Donc, mais pas nécessairement juste par nos parents. C'est par toute personne significative dans notre vie. Tu sais, ça peut être des amis, des parents des autres, des oncles, des tantes, des cousins, ça peut être des profs, des TES, des personnes en relation. Ça peut être n'importe qui d'autre. On arrive ici à d'autres trucs pour soi-même. Soyez un parent pour votre soi. Encore une fois, toujours le même discours un peu. Appréciez ce que vous êtes et non ce que vous faites. Ici, on rentre beaucoup dans l'anxiété, mais beaucoup dans l'estime de soi et la confiance en soi. C'est ça avec les enfants et les ados, mais je l'ai fait avec des jeunes adultes, puis même des adultes, pour apprendre à se faire confiance dans les choix qu'on fait dans la vie. Parce que des choix, c'est difficile. Mais il faut apprécier ce qu'on est, pas juste ce qu'on fait. Beaucoup de travailleurs vont vivre des burn-out ou même pour aller à l'école, un choix de cégep ou d'université va toujours être en lien avec ce qu'on fait. La part professionnelle de nous-mêmes n'est pas juste ce que je fais, mais bien ce que je suis aussi. 2. Complimentez-vous lorsque vous courez des risques et apprenez du nouveau. N'attendez pas de réussir, ainsi vous accepterez plus facilement les échecs. Il ne faut pas juste attendre de réussir pour se complimenter, pour s'aimer, pour ci, pour ça. C'est les efforts qui est important qu'on a mis, c'est le temps consacré, c'est tous les essais qu'on a faits. Essayez de ne pas vous comparer perpétuellement aux autres. Cette attitude vous expose à une concurrence excessive. Parce que pour vrai, des fois, il y a des situations qui sont plus faciles pour d'autres personnes que vous, puis des fois, vous allez trouver des choses plus faciles que pour d'autres. Donc, ça sert un peu à rien de se comparer parce que on va se comparer à l'impossible. Il faut porter une attention particulière à tout ce qui est médias sociaux, là, tous les influenceurs, puis ces patentes à gosses-là, qui... Bon, j'en ai vu qui reflétaient beaucoup de belles choses, mais il y en a énormément qui ne reflètent pas de belles choses. Dernièrement, tu sais, ce que j'ai entendu, c'est faut donner son 100% dans tout ce qu'on fait tout le temps. Moi, je trouve que ça se rapproche dangereusement de la perfection. Se donner à 100% dans absolument tout ce qu'on fait à journée longue, je pense qu'au bout d'une demi-journée, on est complètement brûlé. Quand on est jeune, on a de l'énergie à revendre, mais plus on vieillit, plus on a d'énergie à revendre. Et je pense qu'il est important aussi de doser les énergies qu'on donne à certains moments et dépendamment des circonstances aussi. Quand on fait que focusser sur ce qu'on fait, des objectifs, puis se donner à 100% là-dedans, on oublie une part de soi qui est notre personne, des parts de personnalité qu'on a. Parce que là, je fais justement un parallèle sur
On va focusser seulement sur les actions qu'on pose et non sur ce qu'on est réellement. Ce qui est à court terme, qui est correct de regarder nos actions qu'on fait, nos réussites, puis faire « Hey, je suis bon, je m'améliore », mais à long terme, ça n'a aucune efficacité parce qu'on réussit pas toujours, puis parce qu'on gagne pas tout le temps, puis parce que des fois, c'est normal d'être épuisé, puis parce que des fois, c'est normal d'être fatigué, d'être brûlé, puis de pas être capable de faire quelque chose qu'on était tout le temps capable de faire. Et c'est là que je trouve que c'est pas grave si on donne pas notre 100%, mais si on donne 50%, c'est déjà mieux que rien pantoute, et c'est comme ça qu'on va justement être plus capable de s'aimer, de s'apprécier, puis de moins être brûlé pour les prochaines fois. Je pense que ça. Bon. Donnez-vous la possibilité de rencontrer d'autres personnes aussi qui sont hypersensibles, qui sont douées, tout autre. Ne bourrez pas trop votre journée. Gardez-vous du temps pour réfléchir ou rêvasser. Sur ma page Facebook, j'ai écrit des commentaires d'un autre auteur que je trouvais intéressant, qui ressemblait justement à quand on s'hyperactive à faire trop de choses dans une journée, constamment, tous les jours, je pense qu'il y a probablement des choses qu'on veut éviter ou qu'on veut fuir, et probablement des choses qu'on veut fuir de nous-mêmes. Ce qui fait qu'on finit par se brûler. Il est important de ne pas charger nos journées, parce que là aussi, c'est une manière d'éviter plein de choses, ce qui fait que ça grandit, puis ça s'effacera pas. Puis à un moment donné, ça va juste finir par sortir. Gardez le sens des réalités. Bon, c'est comme tout être humain. Hein. Ne dissimulez pas vos aptitudes. Donc, ça dépend. Il y a certains moments, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis là, je vais faire un parallèle avec les jobs syndiqués. Je m'excuse si j'insulte des gens. Mais souvent, ce que j'ai vu dans des jobs syndiqués, c'est que quand on est bon, quand on devient meilleur, ou quand... Puis je vais être plate dans mon commentaire. Quand on fait plus que les autres, il arrive souvent que quelqu'un va se plaindre. Puis c'est plate, mais c'est pas la personne qui ne fait pas beaucoup de travail ou qui fait ce qu'on lui demande, qui se fait remettre à sa place, mais plutôt celui qui en fait trop ou celui qui fait le mieux que les autres. On le remet à sa place. Puis je pense que c'est dans un but de tout le monde doit être égaux. Personne ne doit demander plus, puis personne ne doit sortir. Personne ne devrait se sentir. Fait qu'au lieu de upgrader, mettons, les gens à se surpasser, on dit aux autres qui se surpassent de s'écraser pour être au même niveau. On te paye pour faire ça, on te demande de mettre le même niveau qu'aux autres, comme ça, personne autour de toi ne se sent dévalorisé dans ce qu'il fait. Donc, au lieu d'upgrader ceux qui se dévalorisent eux-mêmes, on rencontre ceux qui sont performants ou qui sont bons ou qui aiment ce qu'ils font pour les mettre au même niveau que les autres plus bas. Puis ça, je l'ai vu souvent, là. J'ai vu des gens faire des projets super intéressants pour des jeunes, pour des adultes, super stimulants, mais on leur dit non. On leur met des bâtons dans les roues pour pas faire plus que ce qui est écrit sur le papier d'offre d'emploi qu'on a stimulé. Parce que les autres le feraient pas. Fait que pourquoi, dans notre entreprise, on devrait avoir quelqu'un qui fait plus? Ça, c'est souvent les jobs syndiqués. Et je m'excuse si ça l'insulte des gens. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler avec les syndicats, aucunement. Je nomme seulement ce que j'ai remarqué. Souvent. Là, je t'ai rendu où? Je me suis un peu perdu dans tout ça, là. Bon, fait que... c'est ça, j'étais rendu à défendez votre droit d'être vous-même. Là, c'est-à-dire que c'est ça, c'est un peu de ne pas perdre la personne qu'on est pour se sentir aimé, pour répondre à des critères des autres. Le but n'est pas non plus de se faire haïr de tout le monde. Il y a toujours un équilibre à avoir. Mais quand on renie des parts de nous-mêmes pour les critères des autres, tout le temps, que ce soit en relation d'amitié, en famille, en amour ou au travail, c'est source d'angoisse. Ça va finir par prendre trop de place. Acceptez l'éventail de vos intérêts, aussi étroits ou aussi vastes soient-ils. Fait que si vous en avez pas beaucoup, c'est pas grave, puis si vous en avez beaucoup, c'est pas grave non plus, c'est de les accepter. Là, on rentre dans une autre partie, un peu d'infos sur une part de quand on était adolescent. On fait des liens un peu. L'adolescence est un âge délicat pour tout le monde.
Mais j'ai constaté qu'en général, c'est un calvaire pour les hypersensibles. Sur des changements biologiques traumatisants viennent se greffer une succession de responsabilités nouvelles. Apprendre à conduire, choisir une orientation scolaire ou professionnelle, consommer avec modération de l'alcool, voir des stupéfiants, garder des enfants des autres, travailler comme moniteur dans un camp d'été ou camp de jour, ou peu importe. Là. À tout cela s'ajoute une série de petites nouveautés telles que le port de papier d'identité, d'argent, de clés. Et voici qu'arrive le coup de grâce l'éveil des envies sexuelles avec l'agonie mentale qui les accompagne. Il est évident qu'un adolescent sensible aura beaucoup de mal à accepter le rôle de victime ou d'agresseur sexuel que certains médias semblent associer aux gens de son âge. Puis là, c'est ce qui est écrit dans le livre un peu, là, mais on peut aller plus loin dans toutes sortes de rôles sociaux qu'on donne aux gens. Tu sais, c'est le délinquant, le consommateur, le petit Chris, comme on disait souvent, ou le petit nerds, etc. Ils vont avoir tu sais, les ados vont avoir du mal à accepter ces rôles-là. T'sais. Il est toutefois possible de canaliser l'énergie et l'anxiété de toutes sortes parce que leur véritable source est plus difficile à accepter. Songez aux pressions que vous avez subies pour prendre des décisions dont les répercussions coloreront toute votre vie, sans savoir vraiment dans quoi vous vous engagiez. Vos parents s'attendent à vous voir quitter le bercail pour toujours, avec enthousiasme ou du moins avec résolution. Vous craignez que votre défaut n'apparaisse au grand jour si vous ne parvenez pas à faire correctement la transition attendue entre la vie enfantine et l'indépendance d'un adulte. Il n'est guère surprenant de constater que beaucoup d'adolescents sensibles résolvent leurs problèmes en étouffant leur personnalité dans l'œuf afin de ne pas assister à la débâcle de leurs efforts pour mûrir normalement. Et malheureusement, les méthodes d'autodestruction sont nombreuses et variées. Mariage et maternité prématurée qui nous emprisonnent dans des rôles étroits dictés par la société, abus de drogue ou d'alcool, infirmité mentale ou physique, adhésion à une secte ou à tout autre organisme qui nous offre la sécurité et répond à nos questions, voire des fois le suicide. Naturellement, ces comportements ne sont pas tous engendrés par l'hypersensibilité. N'importe qui peut vivre ça. Il n'est pas dit que le soi, plante vivace si elle est, ne survivra pas à quelques-uns d'entre eux pour fleurir un peu plus tard. Mais ces échappatoires à la portée de tous les adolescents attirent aussi certains hypersensibles. Pour beaucoup, aller à l'université permet de reporter les responsabilités de l'âge adulte. Ça, je l'ai vu souvent. Comme j'ai vu souvent beaucoup de gens éviter d'aller à l'université plus loin parce qu'ils se croient incapables d'y être. Il existe d'autres moyens d'assumer très progressivement ses responsabilités. Les moyens dilatoires par opposition à l'évitement constituent une excellente tactique, une autre méthode d'apprentissage progressif. Ne vous reprochez pas de l'employer pendant quelques années. Peut-être avez-vous différé le moment de quitter la maison familiale. Vous avez vécu avec vos parents quelques années. Vous avez travaillé pour eux pendant un certain temps. Vous avez emménagé avec des amis d'école secondaire. L'apprentissage progressif vous convient. Tout va pour le mieux. Soudain, sans coup férir, vous êtes devenu adulte. Vous assumez toutes les responsabilités des adultes. Il nous arrive cependant d'être trop ambitieux. L'université représente pour certains hypersensibles un pas de géant qu'ils n'arrivent pas à franchir. J'en ai connu qui décrochent après le premier trimestre. Ni leurs parents, ni leurs conseillers, ni eux-mêmes ne comprennent le vrai problème, soit l'hyperstimulation provoquée par un mode de vie entièrement nouveau. Nouveaux amis, nouvelles idées, nouveaux projets d'avenir. À tout cela s'ajoute l'installation dans une résidence bruyante, des nuits blanches, des premières expériences sexuelles, la consommation probablement d'alcool et de drogue, et probablement l'apprentissage des gueules de bois, des lendemains de veille. Même lorsqu'un étudiant hypersensible est tenté de se retirer du jeu pour se reposer, il subit les pressions des autres. Ils se sont obligés d'être normal, de suivre les autres, de se faire des amis, de répondre aux attentes de tout le monde. C'est pourquoi vous devez recadrer vos avatars d'étudiants. Les rôles d'étudiants, les rôles de jeunes adultes. Ne les considérez pas comme des échecs personnels, c'est de l'apprentissage. Comme on pourrait s'y attendre, une vie familiale saine est bénéfique aux adolescents, même lorsque vient le moment de quitter le bercail. Chez les hypersensibles, notamment, l'ambiance familiale exerce une profonde influence. Avant même que vous ayez parvenu à l'adolescence, votre famille aurait dû vous en apprendre beaucoup sur la manière dont vous pourriez et devriez vous comporter dans le monde extérieur. Fait que là, ça c'était la part de l'adolescent.
c'était des informations qu'on ajoute un peu. Là, mettons qu'on part de l'adolescence, de l'apprentissage de la vie de jeune adulte, puis on part dans la vocation, le travail. Je vais donner très peu d'informations là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet, mais il reste que pour la vocation des gens hypersensibles, souvent sont extrêmement conscients des souffrances des autres et grâce à leur intuition, devinent souvent ce qu'il faudrait faire pour les apaiser. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux choisissent de servir l'humanité, là, je dis ça de même, là, et sont un jour ou l'autre victimes de surmenage. Il n'est toutefois pas indispensable d'être surmené pour être utile aux autres. Beaucoup d'hypersensibles aiment travailler en première ligne, mais c'est aussi là qu'ils reçoivent une dose maximale de stimulation, donc ils se fatiguent plus. Ils se sentiraient coupables de rester tranquillement à l'abri tout en envoyant les autres accomplir des tâches qui leur paraisseraient ardues. Ce qui est important ici, c'est d'apprendre à déléguer des tâches aux autres, de ne pas tout vouloir faire non plus. Mais ce qui est le fun aussi, c'est de savoir quand les hypersensibles ont souvent une connaissance d'eux-mêmes, de ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, quand ils ont des collègues ou un entourage qui aiment faire des tâches qu'eux n'aiment pas, c'est correct de déléguer à ces gens-là. C'est pas parce que nous, on les aime pas que les autres les aiment pas. Moi, j'ai connu des gens qui adorent faire la vaisselle et du ménage, puis d'autres qui détestent ça pour mourir. Donc, c'est correct de déléguer. Ceci, toujours dans un seul but, c'est de ne pas suractiver de suractiver la stimulation, justement parce que si on est trop surstimulé, on va finir plus fatigué qu'autre chose. Donc, ça ici, c'était pour la contribution, c'est pour le côté du travail. On tombe ici, encore une fois, je ne t'offrirai pas longtemps là-dessus, sur les relations amoureuses. D'autres raisons, ça dit un peu que les gens hypersensibles vont facilement tomber en amour. Il nous est plus facile de tomber amoureux lorsque nous éprouvons quelques doutes sur notre valeur personnelle. Par exemple, les auteurs d'une étude ont constaté que des étudiants dont l'amour-propre avait été écorné, étaient plus attirés par un éventuel partenaire que celles dont l'amour-propre était demeuré intact. Dans le même ordre d'idées, nous tombons plus facilement amoureux juste après une rupture. Ici, ce qui est important de savoir, c'est que des fois, on confond attirance sexuelle ou attirance vers une personne et amour. Des fois, on confond réconfort, justement, et amour. Les hypersensibles ont tendance à se dévaloriser parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal de notre société. Par conséquent, ils se considèrent comme chanceux si quelqu'un veut bien d'eux. Mais une relation fondée sur ce genre de sentiments se soldera forcément par un échec. Un jour ou l'autre, nous constaterons que la personne dont nous sommes tombés amoureux nous est très inférieure ou tout simplement ne nous convient pas. Là, ici, c'est un peu important de se remémorer les antécédents amoureux qu'on a vécus et faire le lien avec notre amour-propre de nous-mêmes, notre estime de soi. La solution consiste naturellement à nourrir votre amour-propre en recadrant votre vie sous l'éclairage de votre sensibilité. Mais ça, on peut le faire, pas obligé sur notre sensibilité, c'est ce qu'on apprend de nous-mêmes. À analyser ce qui vous a fait perdre votre confiance en vous et à affronter le monde extérieur en toute possession de vos moyens, afin de vous prouver que vous valez autant qu'un autre. Vous serez étonné de constater à quel point les gens vous apprécient justement en raison de votre sensibilité. Il nous arrive aussi de nouer des relations ou de repousser l'idée d'une rupture simplement parce que nous avons peur de la solitude, de l'hyperstimulation ou des situations nouvelles, donc terrifiantes. En fait, c'est à mon avis la principale raison pour laquelle les étudiants, tombent amoureux pendant leurs premières années loin du bercail. Nous sommes faits pour vivre en société, nous nous sentons en sécurité au sein d'un groupe. Mais attention, évitez de nouer une relation simplement parce que vous avez peur de la solitude. Votre partenaire s'en rendra compte un jour ou l'autre. Soit il en sera blessé, soit il cherchera à profiter de vous. Vous méritez mieux que ça.
Remémorez-vous vos antécédents amoureux. La peur de la solitude vous a-t-elle encouragé à tomber amoureux? Je crois que les hypersensibles devraient comprendre qu'ils sont capables de survivre du moins pendant un certain temps sans nouer de relations sentimentales, sinon nous ne serons pas libres, lorsque nous rencontrerons quelqu'un qui nous plaira vraiment. S'il vous est impossible de vivre seul, n'ayez pas de honte de vous. Peut-être avez-vous perdu votre confiance dans le monde extérieur pour une raison quelconque. Peut-être quelqu'un vous a-t-il empêché autrefois d'acquérir cette confiance. Mais si vous en avez la possibilité, essayez de vivre seul. Si cela vous paraît trop difficile, allez en consultation en relation d'aide. Qui vous guidera tout au long de cette phase. Quelqu'un qui ne vous maltraitera pas, qui ne vous abandonnera pas, qui n'a d'autre objectif que celui de vous aider à devenir autonome. Je ne veux pas dire par là que vous devriez vivre en ermite. Songez au réconfort que procure la compagnie d'amis intimes, de parents loyaux, de votre colocataire qui ne demande pas mieux que vous accompagner au cinéma, promener les chiens, faire des activités, etc. Puis aussi, les autres caractéristiques, les valses hésitations d'un hypersensible. Les hypersensibles ont besoin de relations intimes et savent en général comment les entretenir. Pourtant, nous devons constamment surveiller notre côté introverti qui nous pousse à nous protéger car il nous arrive souvent d'être entraînés dans une valse hésitation. Tout d'abord, étant donné notre désir de nous rapprocher de quelqu'un, nous émettons tous les signaux nécessaires. Quelqu'un y répond, affirme vouloir nous voir plus souvent, apprendre à mieux nous connaître et s'efforce peut-être d'entrer en contact physique. Alors nous faisons marche arrière. L'autre montre de l'impatience pendant un certain temps, puis se résigne et s'en va. Nous nous sentons délaissés, nous recommençons à émettre les signaux. Cette personne ou une autre y répond. Nous sommes aux anges, provisoirement. À partir d'un certain moment, la relation nous étouffe. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, jusqu'à ce que les deux se lassent de cette danse. Peut-être jugez-vous impossible de trouver l'équilibre entre la distance et la proximité. Si vous essayez de plaire aux autres, vous perdrez de vue vos propres besoins. Si vous ne vous intéressez qu'à vous-même, vous n'apprendrez jamais à exprimer l'amour et à faire les compromis qu'exige une relation. Vous avez toujours la solution de nouer une relation avec quelqu'un comme vous. Malheureusement, vous risquez de perdre entièrement contact de sorte que vous exécuterez seul vos pas de danse, tandis que votre partenaire en fera autant à l'autre extrémité de la pièce. En revanche, une relation avec quelqu'un qui cherche la stimulation et le rapprochement risque de transformer la danse en une douloureuse épreuve. Par conséquent, il m'est impossible de vous fournir une réponse. Mais je sais que les hypersensibles doivent entrer dans la danse et y rester, qu'ils ne doivent ni abandonner ni souhaiter qu'elle se termine. Dans le meilleur des cas, elle représente l'équilibre entre les besoins de chacun et tient compte de la fluctuation des sentiments. Peut-être valserez-vous plus gracieusement avec le temps, peut-être apprendrez-vous à éviter les orteils de votre partenaire. Il est donc temps d'examiner le plus près les relations la plus intime. Bon, parler beaucoup là. De plus, les hypersensibles ont besoin au quotidien de solitude. Donc, si vous vivez avec un partenaire ou un ami moins sensible, votre besoin d'un moment quotidien de solitude sera encore plus grand que si votre conjoint est également hypersensible. Malheureusement, il est possible que l'autre se sente rejeté ou simplement désire votre compagnie à tous les instants. Expliquez-lui clairement pourquoi vous avez besoin de marquer cette pause. Précisez-lui à quel moment vous reprendrez contact avec le monde extérieur et tenez votre promesse. Vous pourriez également lire ou méditer ensemble en silence. Si l'autre n'accepte pas ce besoin de solitude ou n'importe quel autre de vos besoins particuliers, vous devrez en discuter de manière plus approfondie. Vous avez le droit d'avoir des besoins différents de votre partenaire ou ami, mais faites preuve de compréhension à son égard car vous ne ressemblez sans doute pas aux autres personnes de son entourage. Efforcez-vous de l'écouter et de lire ses sentiments parce qu'il faut aussi que vous le compreniez autant que lui vous comprenne, tu sais. La peur de la communication franche. Dans l'ensemble, la sensibilité facilite la communication entre intimes. Vous capterez beaucoup plus de nuances, d'indices de paradoxes, d'ambiguïté et de processus inconscients que votre partenaire moins sensible. Vous comprenez que ce genre de communication exige de la patience. Vous êtes loyal, consciencieux et vous accordez suffisamment de valeur à votre relation pour consacrer le temps nécessaire à communiquer. Votre problème principal est comme toute l'hyperstimulation. En effet, lorsque nous en sommes victimes, nous perdons toute sensibilité à ce qui se passe autour de nous, y compris aux besoins de ceux qui nous aimons.
Nous pouvons certes jeter le blâme sur notre hyperstimulation. J'étais trop fatigué, complètement débordé. Nonobstant ces excuses, il nous incombe de faire notre possible pour communiquer ou faire comprendre à notre partenaire à l'avance si possible que nous sommes incapables de tous assumer en même temps. Les hypersensibles commettent probablement leurs erreurs les plus graves en évitant l'hyperstimulation déclenchée par les désagréments de la vie. La plupart des gens, mais surtout les hypersensibles, craignent le danger, les affrontements, les larmes, l'anxiété, les escalades et le changement, qui entraînent toujours une perte quelconque. Ils n'aiment guère qu'on leur demande de changer, qu'on les juge ou qu'on leur fasse honte. Ils n'apprécient pas davantage de juger les autres ou de leur faire honte. Vous avez sans doute par vos lectures et votre expérience, ou peut-être parce que vous avez suivi des séances de counseling psychologique, qu'une relation a pourtant besoin de tout ce qui y précède pour conserver sa vigueur et sa fraîcheur. Mais cette pensée rationnelle ne vous est d'aucun secours lorsque le moment vient d'extérioriser vos émotions. En outre, votre intuition vous a devancé. Dans un monde très réel, stimulant, semi-conscient et imaginaire, vous prévoyez déjà les diverses tournures pour les plupart douloureuses qui pourraient prendre la conversation. Vous disposez de 2 solutions pour répondre. Regardez vos terreurs en face. Tout d'abord, vous pourrez prendre conscience de ce que vous imaginez et vous efforcer de concocter d'autres possibilités. Par exemple, quelle serait la situation une fois le conflit résolu ou que se passerait-il si vous décidiez au contraire de plonger la tête dans le sable? En second lieu, vous pourriez discuter avec votre partenaire ou ami de ce que vous pensez être l'obstacle qui vous empêche de vous extérioriser. Par exemple, j'aimerais te parler de ceci, de cela, mais je n'y parviendrai jamais si la réaction est de cette façon. Voilà qui présente indubitablement toutes les caractéristiques d'une tentative de manipulation si on dit si tu es comme ça, je pourrais pas parler. Et pourtant, c'est aussi le moyen d'aborder des questions plus fondamentales sur la manière dont vous communiquez. En d'autres mots, il n'y a pas de manière parfaite de communiquer, puis tu sais, le principe est d'apprendre à communiquer nos besoins et nos émotions à l'autre, puis ça va toujours être difficile, puis ça, j'en suis conscient. La nécessité d'une trêve pendant un conflit, justement. Lorsque l'un des partenaires est hypersensible, à plus forte raison lorsque les deux le sont, le couple doit absolument appliquer certaines règles de base aux manifestations généralement les plus stimulantes de la communication, soit les querelles. Je présume que vous avez déjà éliminé votre répertoire, les injures, la remise sur le tapis d'anciens griefs et l'abus de confidence qui remontent à des moments d'intimité. Mais il serait également judicieux de s'entendre sur d'autres règles qui vous permettront de survivre à l'hyperstimulation. La première consiste à réclamer une trêve. En général, il faut éviter de partir en claquant la porte au beau milieu d'une querelle. Mais lorsqu'un des protagonistes meurt d'envie d'aller prendre l'air, il se sent acculé au pied du mur. Les mots ne sont plus d'aucune utilité. Parfois, cette réaction est provoquée par le sentiment de culpabilité. Ce partenaire vient de prendre conscience d'un aspect déplaisant de sa personnalité. Pour l'autre, le moment est venu de faire marche arrière, de montrer de la compassion au lieu d'aller jusqu'au bout de son argumentation, aggravant encore la honte que ressent son conjoint. Il arrive également que le partenaire acculé soit toujours convaincu d'avoir raison, mais baisse les bras faute de munitions. Les mots viennent trop vite, sont trop pointus, aucune contre-attaque n'est possible. La rage monte et pour l'extérioriser à toute sécurité, il faut s'éloigner. Le degré de stimulation d'une querelle engendre chez un hypersensible est parfois tel que si cela vous arrive, vous aurez très vite l'impression de vivre l'un des pires moments de votre vie. Toutefois, si vous n'exprimez pas occasionnellement des griefs qui vous paraissent justifiés, votre relation se teintera d'amertume et de ressentiment. Mais pour les deux parties, le jeu doit en valoir la chandelle, même s'il devient parfois douloureux. C'est ce qu'on appelle un comportement civilisé. Par conséquent, il serait judicieux de déclarer un cessez-le-feu, même s'il ne s'agit que d'une trêve de 5 minutes, d'une heure, d'une nuit. Vous ne battez pas en retraite, vous rapportez simplement le reste de la discussion. Naturellement, laisser une querelle en suspens peut paraître pénible. Par conséquent, les deux parties doivent accepter l'idée de la trêve. Parlez-en à l'avance. Expliquez à votre partenaire que ces règles du jeu qui peut se révéler très utiles et non une échappatoire. Peut-être la trouverez-vous si judicieuse que vous n'hésiterez pas à l'appliquer à l'avenir. La situation paraît toujours différente lorsqu'on accepte de prendre du recul. Maintenant, je passe à un autre sujet qui est, pour les hypersensibles, ils ont la capacité, dans les mots exacts du livre, le pouvoir de la métacommunication. La métacommunication, c'est la communication sur la communication.
Ça consiste à discuter de la manière dont vous parlez ou simplement de ce que vous ressentez en général à l'exception du moment présent. Voici un exemple de métacommunication négative. J'espère que tu sais qu'en dépit de cette discussion, j'ai l'intention de faire ce qui me plaît. Ou, as-tu remarqué que chaque fois que nous discutons, tu deviens irrationnel? Ces déclarations risquent d'envenimer la querelle. Oubliez-les même si ce sont de puissantes munitions. La c'est difficile ce mot-là. La métacommunication positive, en revanche, a l'effet contraire. Elle permet d'enrayer les dommages. Par exemple, je sais que nous sommes en train de nous quereller violemment, mais je t'assure que je veux résoudre le problème. Je te garde mon affection et je te suis reconnaissante de bien vouloir débrouiller cette question avec moi. La métacommunication positive est importante lorsque les relations deviennent tendues. Elle fait baisser la stimulation et l'anxiété en rappelant aux protagonistes qu'ils éprouvent de l'affection l'un pour l'autre et qu'ils parviendront à résoudre leurs difficultés. Les couples dont l'un des partenaires ou les deux sont des hypersensibles feraient bien d'inclure la métacommunication à leur attirail de dialogue. C'est presque fini, je vous l'assure. De ce fait, les hypersensibles ont-ils besoin de consultation en relation d'aide? Bon, là, j'ai sauté un petit quelque chose parce que là, dans le fond, on change complètement de registre. On a fini les relations. On s'en allait vers la caractéristique. Les adultes hypersensibles possèdent en général le type de personnalité propice au travail intérieur et à la discussion et à la guérison psychologique parce qu'ils se regardent souvent. L'intuition permet habituellement de découvrir les facteurs cachés les plus importants. Nous avons facilement accès à notre propre inconscient et de là à celui des autres ainsi qu'à la manière dont ils influent sur notre comportement. Nous acquérons une idée précise de la marche à suivre, à quel moment aller de l'avant, à quel moment faire marche arrière. Nous nous intéressons à la vie intérieure, mais surtout nous possédons une grande intégrité. Nous nous sommes engagés à aller jusqu'au bout de l'individualisation, quels que soient les obstacles, les blessures, les faits qui entravent notre route. Donc, ce qui me ramène à mon commentaire du juste avant, est-ce que les hypersensibles ont besoin de consultation en relation d'aide? Dans le fond, ce que la consultation en relation d'aide peut amener, elle permet d'acquérir des connaissances, de la sagesse et de nouer des alliances avec notre inconscient. Donc, de faire des liens avec ce qu'on a vécu dans le passé et ce qu'on vit maintenant. Est-ce que... Puis ça peut permettre aussi de comprendre des situations actuelles. Les gens avec l'hypersensibilité, mais je dirais d'autres sortes de personnes, n'ont pas nécessairement besoin de consultation. Des fois, ils vont lire des livres, des fois, ils vont parler avec d'autres personnes, puis des fois, ils vont aller à des séminaires ou à des formations personnelles sur la connaissance de soi, sur comment faire ci, sur comment faire ça, puis ça va amplement répondre à leurs besoins. La différence avec les hypersensibles, ce qui est plus bénéfique, c'est la relation elle-même, justement. Parce que ça va, vu qu'ils ont une connexion intérieure un peu plus développée, ça va justement, parce que les gens en relation d'aide, en général, ils ont un monde intérieur assez riche, ça va justement être plus bénéfique aux gens avec l'hypersensibilité parce qu'ils vont découvrir encore plus de choses avec eux, puis des conversations possiblement plus profondes. Rendu là, ce qui est important, pour peu importe c'est qui, c'est de trouver la bonne personne et le bon service pour nous-mêmes. C'est ce qui est important dans le fond, dans n'importe quelle consultation en relation d'aide. C'est pas que le bon service, mais c'est aussi la bonne personne. C'est le contact, la connexion qu'on a avec la personne en relation d'aide qui va être importante, qui va nous aider à passer à autre chose ou à évoluer, à développer des compétences. Parce que il y a des gens qui peuvent être très compétents dans ce qu'ils font, ils ont un titre professionnel, peu importe le titre qu'on a, mais la relation y est pas. Puis ça, c'est important. Justement, c'est en consultation, souvent en relation d'aide, qu'on va apprendre de ça. Qu'on va apprendre qu'est-ce qui nous permet d'avancer, puis qu'est-ce qui nous freine un peu là-dessus. Fait que
c'est ce qui mettrait fin à ce podcast dans la tête sur les gens hypersensibles. Et j'espère qu'on va se revoir une prochaine. Merci.